Amis culturels, bonjour. Depuis que ma mère est morte, je ne tue plus les mouches. Sans doute poursuit-elle sa vie dans l'une d'elles ou dans toutes. Comme elle est dans les nuages qui passent sur la ville, le pollen des palatanes qui fait les tuiles vertes au printemps et les quartiers d'ombre et de vent où je marche seul, frôlé par des enfants qui s'en vont et reviennent de l'école sous les feuilles qui tombent. C'est en tout cas l'incipit de Elle danse dans le noir, d'un écrivain français qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être avec nous. Je cite René Frény. René Frény, donc, en séjour ici à Brazzaville, est l'invité de Cultura de ce jour. Bonjour René. Bonjour, merci de m'inviter. Merci René d'avoir répondu à cette invitation. Elle danse dans le noir n'est pas son premier roman, puisque son premier roman paraît en 1988 et il s'intitule Les chemins noirs. Nous n'avons pas sur le plateau, mais nous avons d'autres ouvrages de René Frény. Pour présenter l'homme, nous avons donc La nuit, Les nuits d'Alice, paru aux éditions, la première édition, il faut dire que c'était voilà, dès Noël, édition de Noël. Aujourd'hui, on retrouve l'ouvrage, donc le roman, dans la collection, disons, dans chez Folio, dans la collection donc, Poche. Nous avons Tendresse des loups, toujours René Frény, Le voleur d'innocence, où se perdent les hommes, Elle danse dans le noir, c'est le roman que je viens de lire. Et aujourd'hui, il faut citer La fiancée des corbeaux, qui est donc paru aux éditions Gallimard, mais sur le plateau et des élèves de Saint-Exupéry, puisqu'il faut mentionner c'est Saint-Exupéry qui a fait venir René Frény ici à Brazzaville, et c'est en tout cas un honneur pour nous de recevoir ces élèves. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, merci. Alors René, je disais tout à l'heure que vous êtes auteur de plusieurs romans, et votre aventure romanesque commence en 1988. Oui, mon aventure romanesque, oui, la publication. Mais je pense que tout écrivain a écrit pendant 20 ans avant de publier. C'est assez difficile, surtout en France, de publier. Et chez ces éditeurs, de Noël Gallimard, dont j'ai écrit longtemps, mais pour mes poubelles, pour mes tiroirs, pour mes poubelles, pour moi, de belles lettres d'amour, enfin j'espérais. Et puis j'ai écrit un premier roman. Mais c'est très difficile de trouver un éditeur. Donc il y a eu des milliers de pages écrites pour ma poubelle, avant de trouver un éditeur. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde l'œuvre de René Frény, c'est davantage la solitude que l'on lit, également l'amour de Marie-Lou, principalement l'amour de la mère de l'auteur également, que l'on retrouve dans Elle danse dans le noir, et qu'on retrouve également, et quand on a lu Elle danse dans le noir, on a l'impression qu'on a circonscrit toute l'œuvre de René Frény. Oui, parce que moi je ne conçois pas la littérature sans émotion. Sinon, on fait des essais, on est un intellectuel. Moi, je conçois les mots à partir d'une émotion. L'émotion, c'est le soleil d'un livre. Les mots tournent autour de cette émotion. Et s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de livre. Quand je parle de ma fille, quand je parle de ma mère, je parle de toutes les mamans. Et ce qui m'intéresse, c'est de parler de moi pour parler de tous. C'est-à-dire, je ne suis pas simplement un écrivain de Marseille qui écrit pour les Marseillais. Je suis un écrivain qui écrit pour les gens du Congo, pour les Polonais, pour les Esquimaux. Un écrivain provençal qui s'appelle Jean Giono disait « Le plus grand écrivain provençal, c'est Shakespeare ». Parce que Shakespeare est universel. Donc quand je parle de ma maman, je parle de la vôtre, je parle de la vôtre, je parle de toutes les mamans. Ce qui m'intéresse, c'est d'être universel. Voilà. René Frény, vous êtes né le 8 juillet 1947 à Marseille, vous l'avez mentionné. Après donc des études de brève, vous désertez l'armée et vous vivez pendant 5 ans à l'étranger sous une fausse identité. De retour en France, vous travaillez durant 7 ans comme infirmier dans un hôpital psychiatrique et ensuite vous faites donc du café-théâtre et vous exercez divers métiers pour survivre, s'il faut reprendre le terme, à vos besoins. Et il faut dire que vous arrivez à l'écriture par la démarche autodidacte. Oui, oui, parce que il faut que je raconte en 2 mots pourquoi j'ai raté. Je n'étais pas plus cancre qu'un autre, pas moins intelligent. Je suis quelqu'un de moyennement intelligent, mais j'avais mauvaise vue. Et à 6 ans, quand je suis entré au CP, toute la classe a éclaté de rire. Les petits garçons se sont moqués de moi parce que j'avais 4 œils. Ils m'ont traité de 4 œils. Et je me suis tellement senti différent que j'ai jeté mes lunettes.
Et j'ai raté toutes mes études parce que quand on n'y voit pas, on ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut pas... Et j'ai commencé à traîner dans les rues de Marseille, un peu comme si j'avais grandi à Brazza, j'aurais traîné dans les rues de Brazza, parce que je n'y voyais pas. Et donc j'ai quitté mes études très tôt, je suis parti voyager, et c'est comme ça que je me suis retrouvé déserteur sur les routes d'Europe, et quand je suis entré en France, on m'a incarcéré. Et je me suis trouvé dans une prison militaire à 19 ans, alors que la vie, pour moi, à 19 ans, c'était les filles, c'était flirter, c'était danser, c'était la vie. Je me suis retrouvé dans un cachot, tout seul, mais j'ai eu la chance que dès le premier jour, un prêtre, le curé de la prison, m'a apporté des livres, et je lui ai dit, je n'y vois pas. Dans ce cachot qui était un puits obscur, je n'y voyais rien. Et il m'a apporté des lunettes qui tenaient avec du Chatterton, de vieilles lunettes abandonnées. J'ai mis toutes ces lunettes l'une après l'autre sur mon nez, l'une d'elles grossissait le curé, les livres, et j'ai lu mon premier livre, à 19 ans. C'était un roman de Jean Giono, et j'ai découvert à 19 ans, très tard, ce qu'est la littérature. Je me suis évadé, et pendant 6 mois, j'ai lu tout ce qu'il y avait dans cette prison, 200 livres environ, et je me suis évadé chaque jour, vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'amour, vers la passion, vers la mer. Et je me suis rendu compte que dans les autres cellules, les détenus cassaient les portes, se battaient, insultaient les gardiens. Et moi, je lisais. Je m'évadais chaque jour. Voilà la littérature, pour moi, depuis 40 ans, c'est une évasion quotidienne. Écrire, c'est aimer sans la peur épuisante d'être abandonné. Seules les mers et l'écriture ne nous abandonnent jamais. Chaque cahier qui s'ouvre est un berceau calme et blanc. Chaque cahier fait de nous un enfant. Vous l'écrivez dans Elle danse dans le noir, Oui. René. Oui, c'est vrai qu'une mère, je travaille depuis 20 ans dans les prisons, je vais animer des ateliers d'écriture et je vois les mamans qui font la queue pour attendre le parloir. Pendant 20 ans, elles vont voir leurs enfants, même quand ils ont tué, ce sont des assassins, des truands. Une maman ne vous abandonne jamais, ou alors c'est extrêmement rare. Une épouse, une maîtresse peut, bon c'est la vie, vous abandonne. Une maman, elle continue à apporter des fruits, un gâteau, une chemise propre, c'est une maman. Et donc je dis que les mots et les mamans ne nous abandonnent jamais. Moi j'ai les mots. Depuis que je n'ai plus ma maman, le livre que vous évoquez, Elle danse dans le noir, j'ai écrit ça après la mort de ma maman. J'avais commencé un roman policier, et puis ma mère s'est dégradée, elle a eu un cancer, elle est restée 6 mois à l'hôpital, et elle est morte. Et ce que j'écrivais ne m'intéressait plus. Ce roman policier, parce que la réalité était si forte, une maman qui meurt, c'est une réalité écrasante, et j'étais broyé par la douleur. Et une nuit, je me suis levé, et j'ai écrit ce que vous venez de lire tout à l'heure. Depuis que ma mère est morte, je ne tue plus les mouches. Et c'était vrai. En Provence, nous avons, un peu comme ici, beaucoup de mouches, il fait chaud. Eh bien, je ne tuais plus les mouches parce que j'avais l'impression que ma mère revenait me voir à travers tout ce qui est vivant. Une fourmi, un insecte. Elle n'était pas au cimetière. Elle était dans tout ce qui est vivant. Et j'ai écrit cette première phrase, et le livre a suivi, et je me suis rendu compte que dès que je disais le mot maman, j'avais besoin de dire le mot maman. Tous les jours de ma vie, j'avais dit maman, comment tu vas, maman, je l'appelais. Et un beau jour, on ne peut plus dire le mot maman. Je l'ai écrit et j'ai senti ma mère qui revenait. Elle est apparue devant moi, je lui ai parlé et toutes les nuits je me levais pour parler à ma mère et c'est devenu ce petit livre que vous avez évoqué, que vous avez bien évoqué et c'est devenu notre rendez-vous nocturne. Je disais maman et elle arrivait. Voilà les mots. Le rôle des mots, c'est de faire revenir ceux qui sont partis. Les mots ne nous abandonnent jamais, comme les mamans. Voilà, et lorsque vous parlez en fait, de la rupture, de la mort de votre maman, vous essayez de peindre un passage, disons, formidable. Vous donnez l'impression qu'il y a une réincarnation de votre maman en vous. Vous agitez au lit en disant que c'est votre mère qui, finalement, rentre en vous. Oui. Vous croyez voir la réincarnation, René? Mais ma mère est en moi comme j'ai été. Elle m'a porté pendant 9 mois dans son ventre. Maintenant, depuis qu'elle est morte, c'est moi qui la porte dans mes os, dans ma moelle, dans mon corps, dans ma mémoire et dans mes mots. C'est notre rôle de continuer à faire vivre nos mamans et nos papas, puisqu'ils nous ont donné le jour, le monde, ils nous ont ouvert les portes de ce monde qui est fabuleux. Donc, je porte ma mère en moi et je lui parle tous les jours. Quand j'arrive à Brazzaville, si je suis au port du Congo, je dis, tu vois, maman, je suis devant le Congo, qu'est-ce que tu en penses? Et elle me répond. C'est pas que je pense qu'elle serait incarnée en une antilope ou une vraie personne. Elle est en moi et elle me parle. Je dialogue avec ma mère. Je lui raconte le Congo et elle me répond.
Et justement, une chose qu'il faut mentionner quand on a parlé de la maman, donc la maman telle que vous la présentez dans le roman ou dans vos romans, il y a finalement cette espèce de l'image de Marie-Lou qui va de pair avec l'image de la mère. Et donc l'une ne va sans l'autre. Chaque fois que vous évoquez, quand je prends le cas donc de Elle danse dans le noir, chaque fois que vous évoquez l'image, vous évoquez la présence de Marie-Lou, immédiatement surgit celle de la maman. Lorsque vous parlez des premiers pas que fait donc Marie-Lou, vous parlez des derniers pas que va faire la maman. Et chaque fois que... Alors, qu'est-ce qui justifie ça, Ray Lefreni? Bon, je vois que vous m'avez bien lu et que vous portez la chair de ma chair dans vos... ce qui justifie ça, c'est que je parle d'un geste dans ce livre. Le soir, à 6 heures du soir, j'allais nourrir ma mère à l'hôpital parce qu'elle n'avait plus la force de manger. Et je faisais ce simple geste de lui mettre une cuillère dans la bouche et une autre, une petite cuillère qu'elle avalait difficilement, elle se dégradait. Et puis, c'est tellement angoissant d'être obligé de nourrir sa maman que lorsque je rentrais chez moi, ma fille avait 9 mois, 10 mois, 1 an. Et je faisais le même geste de lui apporter comme ça une cuillère à la bouche, le même geste. Je nourrissais ma mère qui vivait ses derniers jours et je nourrissais ma fille qui prospérait, qui embellissait, qui me souriait, qui riait. Et un geste compensait l'autre. Le premier geste, nourrir une mère qui s'en va et me démolissait. Et celui-ci me construisait. Mais c'était le même geste. Et c'était mon rôle de soutenir ma mère et de faire grandir ma fille. Le même geste d'amour, de tendresse. Il y a une phrase de Camus que j'adore qui dit, comment dit-il? Camus dit, c'est un grand malheur que de ne pas aimer. Non, c'est une malchance de ne pas aimer. Non, c'est une malchance de ne pas être aimé, c'est un grand malheur que de ne pas aimer. Voilà. Voilà. Vous parlez de Camus et d'Efrénie, et quand on commence Elle danse dans le noir, on a l'impression de lire L'étranger tout de suite. Oui, c'est pour moi un des plus grands auteurs français, avec Giono, avec Céline, avec Beckett. Donc je me suis nourri de ces gens-là. Et je suis du Sud, je suis de la Méditerranée, je suis de la lumière comme Camus. Et quand j'ai lu L'étranger, que j'ai relu 10 fois, cet homme, c'est comme si je vivais cette aventure dans Alger. Je suis Meursault, je suis Camus, parce que nous sommes du même bassin, de la même culture, culture de la tomate, de l'ail, culture du romarin, culture de la lumière. Donc je suis Camus et je suis Meursault. C'est un roman magnifique. Un grand rapprochement avec L'étranger, en tout cas, c'est Meursault. Alors, disons, le paysage de René Frény, c'est naturellement, vous avez évoqué l'émotion qui est au centre. Nous avons donc les femmes, des fiancés sans nom, des amours inachevés. Vous avez cet amour de Marie-Lou sans fin, un amour grandiose qui vous emporte partout et vous ne pouvez rien écrire sans Marie-Lou. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ma fille a été comme le prolongement de ma mère, un peu. C'est pour ça que j'aime énormément les femmes. J'aime l'amour, j'aime la tendresse, j'aime la beauté des femmes, parce que ma mère m'a ouvert justement les portes de l'amour, et je cherche dans toutes les femmes un peu de ma mère. Et ma fille est le prolongement aussi de ma mère et de moi-même. Donc je suis bien dans un univers de femmes, parce que j'étais bien avec ma mère, et elle m'a pris comme confident. C'était une époque où les hommes ne parlaient pas beaucoup aux femmes. Au foyer, ils travaillaient dehors. Ma femme était au foyer, comme beaucoup de femmes à l'époque. Et c'est moi qui étais son confident. Quand elle avait un souci, elle venait me voir. J'étais un peu comme son mari. Et donc, elle est devenue ma confidente aussi. Quand j'avais un problème, j'allais parler à ma mère. Et aujourd'hui, j'en parle à ma fille. Il y a un enchaînement d'amour comme ça. Voilà. Elle danse dans le noir, c'est en tout cas un roman à lire, il faut le dire, pour ne pas dire que tous les romans de René Frény. Mais René, justement, on va parler également de cet espace carcéral, la prison. Vous avez mentionné tout à l'heure ce séjour que vous avez donc passé en prison, mais après que vous y êtes sorti, la prison, pour ne pas citer celle des Baumettes dont vous parlez dans vos ouvrages, devient finalement cet espace qui vous redonne vie parce que vous vous y attelez à animer des ateliers d'écriture. Oui, oui, j'ai eu la chance de rencontrer cet aumônier qui m'a apporté des lunettes et des livres. Et donc, il m'a permis de franchir les barreaux tous les jours. On ouvre un livre et on s'évade, on voyage, on monte dans un train, sur un bateau. Grâce à cet aumônier, mes 6 mois de prison, je ne dis pas que ça m'a permis de sortir de l'enfer, toute prison est un enfer, mais malgré tout, j'ai voyagé. Et c'est ce que je fais dans les prisons depuis 20 ans. Le ministère de la Culture en France m'a demandé, puisque je connaissais la prison et la littérature, d'aller apporter des mots.
Et je rentre tous les lundis depuis 20 ans dans les prisons avec des valises de mots, des sacs de rêves, des sacs d'évasion. Et je leur propose ces évasions. Donc je suis un peu comme cet aumônier qui m'avait apporté. Je pense que d'une mauvaise chose en surgit toujours une bonne. Il ne faut jamais désespérer. Moi, je fais écrire des longues peines. Ils sont condamnés à 15, 20 ans, 25 ans de prison. Et je leur dis, ici, c'est l'université du crime. On est dans un chaudron de violence. Je vous apporte une manière de vous évader et de vous défendre en sortant, parce que les calibres, ça n'amène à rien. Un stylo, ça amène à tout. C'est culture ou barbarie. Eh bien, ils sont dans la barbarie. Ils ont eu des moments monstrueux. Parce que je n'ai jamais rencontré de vrais monstres définitifs. J'ai rencontré des hommes qui avaient eu des moments monstrueux. Eh bien, c'est à nous à les ramener vers la société, par les mots, par la culture, par le langage. Parce qu'ils ont raté les premières marches, eh bien, c'est à nous, à des gens comme moi, des profs qui vont en prison, des instituteurs, de construire un langage qu'ils n'ont pas. Leur seul langage, c'est la violence. Donc moi je dis toujours, c'est culture ou barbarie. Et moi je suis dans le camp de la culture. Voilà. Et si vous n'avez pas connu la prison, René Frény, seriez-vous arrivé aujourd'hui à écrire ce que vous écrivez? Je pense que non. J'aurais raté cette marche-là. Il fallait que je sois seul face à moi-même pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Sinon, j'aurais continué à être un garnement. J'avais déserté l'école, j'avais déserté l'armée. Je désertais tout. J'ai grandi comme une herbe sauvage. Et donc, je vais voir ces herbes sauvages en prison parce que je l'ai été moi-même. Ils me comprennent parce que je les comprends. Ils savent que je sais ce que c'est qu'une porte qui ne s'ouvre pas. Et ce que c'est qu'un livre qu'on ouvre derrière une porte qui ne s'ouvre pas. Ils savent que j'ai connu. Et ça nous met dans un état de complicité, au bon sens du terme. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de culture. Vous avez un proverbe ici, en Afrique, qui dit « Un homme sans culture est un zèbre sans rayures ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un zèbre doit avoir des rayures. Un homme sans culture est un zèbre. C'est un très beau proverbe. Eh bien, un homme qui n'a pas de culture est un zèbre qui ne sait plus qui il est. Et donc, il se retrouve en prison. Voilà. Merci René Frény, mais tout à l'heure, j'ai mentionné la présence des élèves de cette Exubéry dans cet espace, donc sur ce plateau de Cultura. Il faut dire que c'est des élèves qui vous ont lu et qui aujourd'hui sont en contact de l'écrivain que vous êtes. Voilà que je vais me retourner vers eux pour demander ce qu'il y a. Voilà, j'ai Lise à côté de moi. Lise, c'est ça, c'est Lizzie. Ah, Lizzie, voilà. Alors, Lizzie, vous êtes en face de René Frény. Oui. Voilà. Vous le connaissez avant? Non, c'est la première fois que je le rencontre. J'ai eu la chance de le rencontrer Oui. il n'y a pas longtemps grâce à mes professeurs. Ah oui. Et j'ai lu ses livres, ses œuvres et je suis très contente de rencontrer un vrai écrivain à mon âge. C'est pas donné à tout le monde, donc D'accord. C'est un grand choc alors. c'est plutôt positif puisqu'au moins ça... C'est quelque chose de positif puisque je rencontre un écrivain, il nous parle de ses œuvres, de la littérature. C'est très instructif. Mhm. Et qu'est-ce que ça vous dit d'être en face de lui aujourd'hui? Ah ben c'est une grande chance devant la télévision avec René Frény et mes camarades. Je suis contente. Voilà. Ah oui. Et René parle de l'émotion. Est-ce que vous en vivez au moment précis? Oui, quand j'ai lu... oui, maintenant, bien sûr, en l'écoutant. Et quand j'ai lu Elle danse dans le noir, j'ai ressenti des émotions très fortes. D'ailleurs, je crois que c'est mon livre préféré parmi ceux que j'ai lus. Et c'est lequel alors? Elle danse dans le noir, Ah, c'est mon dans préféré. le noir. Puisqu'il y a beaucoup Voilà, d'émotions. j'ai pas eu tort de lire ce roman. Et en tout cas, comme je dis, pour moi, c'est un roman qui m'a donné tout l'univers. Et lorsque je suis allé dans d'autres ouvrages, chaque fois j'ai retrouvé qu'il y avait, comme qui dirait, les rayons qui poursuivaient, les rayons de l'univers. Et René Frény qui me poursuivait parce que vous avez, dans cet ouvrage, vous avez tout condensé, vous avez tout résumé. Et j'aurais dit, c'était... Oui, c'est le noyau émotif de ce que je peux appeler mon œuvre, parce que quand j'ai commencé à écrire un premier livre, je me suis dit, il faudrait que je fasse plaisir à maman. Et moi qui avais tout raté, j'ai fait 36 métiers, je n'ai pas de diplôme, je suis autodidacte, j'ai traîné sur les chemins, à la grande tristesse de ma mère qui m'a dit tous les cheveux blancs sur la tête, c'est toi qui me les as fait pousser parce que je pensais que tu étais un enfant plutôt vif, intelligent, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais la plonge dans les bistrots, tu sers dans des restaurants, tu traînes, tu es au chômage. Et j'avais raté toute la première partie de ma vie. Et je me suis dit, je vais écrire un livre pour faire plaisir à ma maman. Et chaque fois que j'écrivais un mot, je me disais, tiens, ce mot lui fera plaisir.
Et quand j'ai publié mon premier livre, il y a maintenant 24 ans, je me suis dit, que va-t-elle penser? Et c'était ma seule pensée, moi, faire plaisir à ma mère, essayer de récupérer un peu cette enfance ratée, qu'elle se dise, tiens, mon fils a fait enfin. Et quand j'ai publié mon livre, on l'a vu dans les librairies, et ma mère m'a téléphoné le lendemain, elle ne le savait pas. Et elle m'a dit, je suis passé dans la rue, hier, à Manosque, où elle habitait, j'ai vu ton livre dans une vitrine, avec ton nom, et je me suis dit, mais alors mon fils est devenu écrivain. Elle s'est cachée dans un Porsche, et elle a regardé tout l'après-midi pour savoir si quelqu'un achetait mon livre. Elle était tellement heureuse de voir que je faisais enfin quelque chose de bien, et moi ça a été mon grand bonheur. Faire plaisir à ma maman, lui dire, tu vois, je ne suis pas un bon en rien, j'ai fait au moins quelque chose de bien, et ce quelque chose, je l'ai fait pour toi. Et je l'ai rendue heureuse, comme elle m'avait rendu heureux tous les jours de ma vie. Voilà. Elle danse dans le noir, il faut dire que c'est avec Elle danse dans le noir, vous avez eu donc le prix Paul Léoto en 1998. Et vous êtes également prix populiste en 1999 avec Les Chemins Noirs. Également, prix spécial du jury du Levant en 1992 avec Les Nuits d'Alice, donc Paris en 1992 également. Voilà, et quand j'ai dit ça, je pense il faut également mentionner le prix Antigone en 2001 avec On s'endort jamais seul. Alors, nous avons également des élèves de ce côté. Johanna, par exemple, on va prendre Johanna comme ça. Johanna, ça va? Je vais bien, merci. Alors, comment tu te sens là, Johanna? Je me sens très bien. Vous êtes derrière René Frény. Oui, Ça vous dit quoi d'être à côté juste derrière René? Comme Lizzie, je ressens quelque chose qui va probablement pas m'arriver souvent dans ma vie. Donc j'essaie de profiter au maximum, d'apprendre le maximum de choses du côté littéraire, avec un écrivain qui a quand même écrit des choses magnifiques à lire et qui font penser à sa vie et à la nôtre. Donc je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Est-ce que vous avez lu les œuvres de... Oui, bien sûr, j'ai lu... Oui, j'ai lu Les Nuits d'Alice, quelque chose qui m'a beaucoup plu. Nuits d'Alice et puis quoi? C'est tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai eu l'occasion de lire, mais c'est quelque chose qui... c'est un livre très très intéressant que je vous conseille aussi, parce que c'est un livre qui permet de se rendre compte qu'il ne faut pas se fier aux apparences, dans le sens où des prisonniers peuvent avoir une âme, peuvent ressentir quelque chose de vrai et qui peuvent être plus purs que n'importe qui qu'on pourrait croiser dans la rue, du genre un pharmacien qui a fait de longues études, peut être plus malhonnête qu'un prisonnier qui a une âme et qui sait ce qu'est la vie réellement. Ah, ben voilà, c'est très intéressant, René, d'entendre tout ça. Très beau. Et ça vous dit quoi, vous? Eh bien, j'aurais pas dit mieux pour parler. Ce qu'elle a dit est très vrai, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Elle me fait penser à une phrase de Jules Renard qui disait « Le merle blanc existe, mais il est si blanc qu'on ne peut pas le voir, le merle noir n'est que son ombre. » Sur l'ambiguïté de toute chose, et elle l'a très bien dit, mieux que je ne saurais le dire, c'est extraordinaire. Bon, il faut dire que j'ai découvert dans ce lycée, il y a 3 jours, on est allé manger du poisson sur une île avec eux, et puis on est entré de plein pied dans les mots, la littérature et l'amitié, et j'ai trouvé un niveau d'études que parfois on ne trouve pas en France. Le lycée Saint-Exupéry, c'est ces jeunes gens qui ont 15 ans, mais non seulement ils avaient lu des tas de choses, mais ils s'expriment comme on ne s'exprime plus en France. Alors je me suis dit, au cœur du Congo, loin de tout apparemment, des capitales culturelles, on trouve des enfants qui ont 15 ans et qui parlent aussi bien que des adultes en France. J'ai été étonné. Donc, chapeau. Voilà. Les mots, René Frény, vous en parlez, les mots. Et pour ne pas dire que c'est un leitmotiv chez René Frény, et pour ne pas citer ce passage dans Elle danse dans le noir, les premiers mots d'abord, les simples, les plus forts. Le mot maman, le mot amour, le mot caresse. Oui. Moi, j'écris avec les mots les plus simples parce que quand ma mère me parlait enfant, c'était une ancienne ouvrière qui restait à la maison et elle n'avait que des mots de tendresse. Les mots intellectuels, elle ne les connaissait pas. Elle connaissait le mot coquelicot, le mot jardin, le mot sourire, le mot hiver, le mot printemps, les mots de la vie. Et moi, je n'écris qu'avec les mots de ma mère parce que ce sont les mots qui sont gorgés de couleurs, d'odeurs, d'amour, de tendresse. Voilà, on n'écrit pas avec des mots savants. Les plus grands livres sont les livres les plus simples. On a cité L'étranger, hein, on pourrait citer d'autres livres comme Au voyage au bout de la nuit. Des gens parlent comme ils parlent. Comme je citerai, Elle danse dans le noir. Elle danse dans le noir, voilà. Avec des mots très simples, oui. Mais dits de façon très, très bien.
Je dis joliment. Voilà. Être authentique, être sincère avec soi-même. Si les gens sont touchés, c'est parce qu'ils sentent que l'écrivain a été sincère. Et je crois que c'est une qualité dans la vie pour entreprendre, vous en tant que journaliste à la télévision, mais ça peut être un député, ça peut être un commerçant, être sincère. La sincérité, c'est la plus grande valeur. Je crois que ce qui déplaît le plus, c'est l'hypocrisie et le mensonge, et ce qui attire le plus, c'est la sincérité d'un homme. Il m'est arrivé d'être interrogé par des professeurs et de dire, ben ça je sais pas, je ne sais pas répondre. Et je crois qu'il faut être sincère sur ses forces et ses faiblesses, rester soi-même. Soi-même. Voilà, alors René Frény, j'ai cité tout à l'heure, disons tout un chapelet des ouvrages que vous avez commis. Vous allez donc prendre au hasard, disons, un ouvrage et un passage que vous allez lire pour le bonheur de nos amis qui nous suivent. Mais puisque vous avez parlé avec beaucoup d'amitié vous-même de ce roman, je vais lire quelques lignes parce que je ne suis pas un très bon lecteur. Je ne suis pas un très bon lecteur parce que, toujours à cause de ces lunettes, on s'est tellement moqué de moi que je lis mal. J'avais toujours peur que le maître, l'instituteur m'interroge, me dise « à toi de lire ». Donc je perds très vite mes moyens, donc ce que je vais lire est très court, parce que autant quand je parle, je me laisse aller, je m'oublie, quand je lis, j'ai l'impression que vous devenez le maître, l'instituteur et moi l'élève. Donc je suis plutôt, j'ai le trac. Alors bon, vous, jusqu'à l'âge de 10 ans, je me suis endormi dans les cheveux de ma mère. Après le repas du soir, elle s'asseyait pour souffler devant le poêle à charbon ou la fenêtre de la cuisine ouverte sur l'été. Je grimpais à califourchon sur ses genoux et l'enlaçant de tous mes bras, j'enfouissais mon visage dans son cou. Je recevais sa voix par tout mon corps. Elle courait sur ma peau, entrait dans mon ventre, ma poitrine, mes cuisses. Ma mère résonnait calmement très loin en moi. Sa voix caressait mon sang, chacun de mes muscles, mes os. Elle m'a porté en elle pendant 10 ans. J'ai pris chaque jour dans sa chair sa sensibilité maladive, sa timidité d'ombre, son cœur sauvage. Je suis resté 10 ans dans ce ventre où battait la révolte. Maintenant, elle brûlait à 20 cm de moi sur ce lit de clinique. Paisible, je m'endormais sous ses cheveux, dans une odeur de caramel et de fatigue. Sa peau, la peau d'une mère, le plus beau parfum de la terre. Ah, les parfums, vous en parlez. Hein. Oui. Oui. Et également, disons, cet amour, cet attachement de la mère au persil, Oui. ça renvoie également au parfum, René. Tous les parfums, mais ce qui marque le plus un enfant, justement, c'est les bruits d'une ville et les odeurs d'une ville, ou les parfums d'un jardin. Et si vous passez à côté de ces bruits et de ces odeurs, vous passez à côté de la vie. Moi, je trempe tous les matins ma plume dans la vie. Et je descends dans la ville, sur le marché, respirer les odeurs des légumes, l'odeur du café, le parfum d'une femme qui me frôle. Et ensuite, je peux remonter écrire parce que je suis gorgé de vie. Je dis toujours que je suis une abeille, je me pose sur toutes les fleurs, les plus belles, les plus vénéneuses, les plus sombres, les plus claires, les plus nocturnes et les plus solaires. Et je fais mon miel de toutes ces fleurs. C'est ça un écrivain. C'est un homme qui voyage, qui se pose sur un port, dans une gare, dans un bistrot, qui regarde le visage d'une femme, qui est ébloui par la vie. Et ensuite, je n'ai plus qu'à tremper ma plume dans la vie et à faire mon miel de toutes ces fleurs. Voilà. Le bien comme le mal, la nuit comme le jour. René, vous célébrez beaucoup la femme, mais rassurez-vous que vous êtes entouré par des femmes derrière, sinon des filles, des très belles filles. Tout à l'heure, Johanna est intervenue, on va faire intervenir l'autre. Elle va se présenter, va nous dire ce qu'elle sent après cette lecture que René Frény vient de faire. Bonjour, je m'appelle Mylène. Elle danse dans le noir, c'est un livre qui m'a énormément plu. Qui m'a aussi beaucoup émue par rapport à l'amour de sa mère et de celle de sa fille, le contraste qu'il y a entre les deux. Et là, le passage, l'odeur, tout ce qu'il ressent, c'est les émotions. Il nous l'a si bien dit hier, hier après-midi plutôt, on a fait un atelier d'écriture. Et il nous a parlé des émotions, des sensations qu'on pouvait ressentir. C'était magnifique. Voilà. On en apprend chaque jour. Juste derrière l'auteur, Mylène, Oui. ça vous dit quoi? Qu'est-ce que vous avez comme sentiment, que vous avez comme sensation? Je suis euphorique, je nage en pleine joie. Alors, vous avez lu l'ouvrage Elle danse dans le noir, vous le mentionnez. Aujourd'hui, vous êtes tout à côté de l'auteur. Qu'est-ce que ça vous dit? Quelle image vous avez aujourd'hui de l'écrivain?
À quoi vous C'est-à-dire attendez? À un René Frény costaud? Bah, Un René Frény Non. qui arriverait comme... En lisant ces livres, en fait, on le connaît, on l'apprend, on apprend à le connaître. C'est comme si, en lisant ces livres, avant qu'ils viennent, on le connaissait déjà. C'est comme si, comme ces livres, chaque personnage qui sont dans ces livres, c'est un peu un portrait de lui. Enfin, c'est ce que je ressens. Et donc, Elle danse dans le noir, comme c'est une autobiographie, enfin, en quelque sorte, enfin, pas de lui, mais de sa mère, tout ça. On connaît déjà avant de le rencontrer. Et on l'imagine vraiment tel qu'il est. Enfin, c'est incroyable. Voilà. Tout de suite, je posais donc cette question à Mylène sur l'image de l'écrivain. Mais René Frény, vous mentionnez l'image de l'écrivain dans Elle danse dans le noir à travers l'image que s'est faite la femme de Polo que vous avez rencontrée en prison. Oui. Cette femme qui jamais ne croyait que vous allez visiter Polo et qui finalement réalise que bon, l'écrivain, c'est également quelqu'un qui pouvait se rapprocher de tout le monde. Parce qu'elle avait toujours pensé que vous étiez quelqu'un de très distant, quelqu'un qui ne pouvait pas arriver chez Polo. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion également. Dans le bar de Polo. Oui, dans le bar de Polo. Le bar de ça. Polo. Oui, ben Polo était un Corse qui avait fait 17 ans de prison d'un coup et qui m'a dit un jour, je vais me pendre, j'en peux plus. Et donc je suis allé voir le directeur de la prison pour qu'il ait le poste de bibliothécaire. Et il a terminé sa prison comme bibliothécaire. Et lorsqu'il a été libéré, il m'a dit, si tu ne passes pas me voir, j'ai dit à toute ma famille que je connaissais un écrivain. Et moi, j'ai été un peu désinvolte. Pendant 2-3 mois, je ne suis pas allé le voir dans son bar. Et finalement, un soir d'été, je n'avais rien à faire. Je suis allé le voir. Je l'ai trouvé au milieu des Corses. On boit beaucoup de pastis à Marseille, entre Corses, etc. Et donc, j'ai passé une soirée énorme avec lui. J'ai même pris une cuite parce que ça nous arrive de boire beaucoup de pastis. Et c'était une soirée extraordinaire parce que nous étions au cœur de Marseille avec cet homme qui avait passé 20 ans en prison. Et cet homme, je lui avais apporté des mots, de la poésie, et il m'attendait parce qu'il voulait encore retrouver cette attitude de l'atelier d'écriture en prison. Ça lui manquait. Et donc nous avons passé la nuit tous les deux, il a préparé un plat, il a tiré le rideau, et on a évoqué les ateliers d'écriture comme si nous étions encore là-bas, au Baumette. Ça nous lie. Je crois qu'il y a une amitié qui s'instaure, parce que les mots, c'est un peu ce que dit Mylène, les mots ce sont nos amis. Quand j'ai perdu ma mère, quand ma fille est partie à Montpellier faire des études, qu'est-ce qui m'est resté? Autour de moi, tous ces écrivains que l'on évoque, Giono, Camus, ils sont dans ma bibliothèque. Le matin, j'en prends un, je lui parle. Il me parle, je lis quelques pages. Ce sont des amis qui ne vous abandonnent jamais, les écrivains, les mots. Voilà. Vous en parlez à la page 36, et je vais donc lire un extrait. Elle danse dans le noir. Tournée générale, a hurlé Polo sans lâcher mes épaules, puis me désignant sa femme, des mois que je lui parle de toi. Elle a lu tous tes livres. Demande-lui ce qu'elle en pense. Elle en parle à tous les copains. Elle était sûre que tu ne passerais pas. Elle disait, qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Un écrivain? Ah, tu m'as fait perdre la figure. Et moi, je lui répondais, je te dis qu'il va venir. C'est un type comme tout le monde. Un type comme toi et moi. Sa femme souriait en remplissant les verres de pastis. Un petit bistrot comme il y en a 6 dans chaque rue de Marseille, avec des flippers, avec la photo couleur d'une femme vue de dos, les fesses provocantes et nues, et 10 clients accrochés depuis 11 h du matin à un pastis sans eau. Je pourrais continuer. Oui. Voilà, Marseille. Là, il y a une démystification de l'image quand même de l'écrivain. En France, on n'a qu'une capitale, ce qui est dommage, c'est Paris. Et puis il y a toute la province, mais 9 Français sur 10 vivent en province. Mais la province n'existe pas vraiment en dehors de Paris sur le plan de la culture. Et moi, je suis resté un provincial, marseillais. J'adore cette vie. On m'a proposé une place de journaliste à Paris dans un journal qui s'appelle Libération. Mais j'aime tellement ma région, la mer Méditerranée, le parfum du pastis, les femmes que nous avons dans cette ville, que pour moi, c'est ça la vie. Je reste en Provence et une soirée avec Polo, ça vaut tous les salons littéraires parisiens, les mondanités, les académies. J'ai passé une soirée extraordinaire. Et c'est ça qu'il faut raconter dans les livres. C'est pas les mondanités, c'est ça, l'odeur du pastis, un comptoir dans un quartier recouvert de poussière, avec un type qui sort de prison. Mais c'est mon enfance. Et ça me parle, ça parle à mes entrailles, parce que moi, je n'écris pas avec un cerveau plein d'idées, j'écris avec des entrailles pleines d'émotions. Voilà, j'écris avec mon ventre.
Et ce qui me plaît, c'est de raconter la vie telle que tout le monde la vit. Moi, quand je vais me promener ici dans Brazza, je ne vais pas aller voir tel monument dressé à la mémoire de tel ou tel. Je vais aller sur les marchés, dans les ruelles, je vais aller au bord du Congo. La vie, la vraie vie de Brazza. Vous parlez, vous parlez de l'intérieur, Reine Frénie. Vous parlez avec vos entrailles, vous le dites, et les femmes, c'est une vraie célébration de la femme. La femme, dites-vous, dans La fiancée des corbeaux, quand on les aime, la beauté est partout. Oui, moi je m'assois n'importe où. Je disais hier soir en mangeant à une femme qui était en face de moi, quand il m'arrive d'être dans une ville inconnue où je ne connais personne, si je suis seul au restaurant, je m'assois dans un coin et souvent on a une petite inquiétude parce qu'on va vieillir, peut-être qu'on mourra, on est seul. C'est une inquiétude. Et je cherche un joli visage de femme, peu importe qu'elle ait 20 ans, 40 ans, je cherche la beauté. Et dès que je l'ai trouvée, je mange en regardant ce visage qui parle, qui sourit, qui parfois me regarde. Et là, brusquement, j'entre dans la paix, j'entre dans la confiance et j'oublie que je suis mortel, que je suis seul, que je suis au bout du monde. Cette beauté, elle me raccroche à la vie, elle me raccroche à ma mère, à la tendresse, et je reprends confiance. Et il n'y a que ça qui me calme de mes angoisses, la beauté d'un visage de femme. Donc, celui qui aime la beauté aime toutes les femmes, parce qu'elles ont toutes quelque chose de charmant, de mignon, d'accueillant, de joli, de gracieux, d'érotique aussi, parce que ça fait partie de la vie, l'érotisme. Il n'y a pas que la maternité, il y a toutes les femmes. Et l'érotisme, c'est une grande partie de nos vies. Voilà. Elle danse dans le noir, j'ai envie de dire tout de suite, c'est vraiment de la poésie, un texte qui dit toute sa poésie, un titre qui dit toute sa poésie. Et quand on regarde la plupart des textes des romans de René Frénie, c'est de la poésie. Oui. La fiancée des corbeaux. Est-ce René qui trouve les titres ou l'éditeur? C'est moi, non, c'est moi qui trouve chaque mot et surtout qu'on ne me ravisse pas les titres. Les titres, je les trouve moi-même et je me dispute souvent au téléphone avec l'éditeur qui me dit tu devrais couper ça, couper ça. Parfois, il a raison, mais il faut se battre pour maintenir son texte, parce que ça, c'est sorti du plus profond de moi-même. Donc, au téléphone, souvent, je me dispute avec mon éditeur qui veut enlever ou changer mon titre. Je lui dis, non, ne change rien. Moi, je suis incapable de trouver autre chose. J'ai donné le meilleur de moi-même. Là, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain? Eh bien, c'est Pessoa, ce grand poète portugais qui le dit. Il disait, je ne suis rien, je ne serai jamais rien. Je ne veux rien vouloir être. À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. Voilà, c'est ça l'écriture. Porter en soi tous les rêves du monde. Moi, il m'arrive d'être un jour une femme, un jour un platane, un jour un chien, un jour un nuage. Voilà, je porte en moi tous les rêves du monde et qu'on me laisse rêver. Je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être député, je ne veux pas être riche. La vraie richesse, elle est en moi. Elle n'est pas à la banque, ni à la Société Générale, ni à la Banque du Congo. La vraie richesse, elle est en moi. Ce sont mes rêves. Voilà. La fiancée des corbeaux. Pourquoi fiancée des corbeaux, René? Parce que j'ai rencontré cette femme si douce, même les corbeaux voyaient qu'elle était belle. Je l'ai croisée un jour dans la campagne et je me suis aperçu que partout où elle était, il y avait un nuage de corbeaux perchés sur un chêne, sur un arbre, qui la regardaient. Je la regardais moi aussi, tellement elle était belle et douce et tendre, et les corbeaux faisaient comme moi. Ils la suivaient dans la campagne. Parce que les animaux, on se dit, tiens, les animaux, mais les animaux aussi sont sensibles à la beauté, à la tendresse. Elle était suivie par un nuage de corbeaux. Et je me suis mis à faire comme les corbeaux, je l'ai suivie, je l'ai regardée, j'en suis tombé amoureux. Elle était la fiancée des corbeaux, elle est devenue un peu ma fiancée, mais ça c'est notre secret. C'est le secret des corbeaux et c'est mon secret. Voilà. Le rêve, la femme, des choses qui vont de pair, en fait, René Frénie. Et s'il faut que je revienne, vous comprenez que ce roman est au centre pour moi, René Frénie. Alors si je reviens dans Elle danse dans le noir, vous avez idéalisé la femme, vous avez rêvé une femme belle, oui, que vous avez attendue pendant longtemps. Et le jour où vous l'avez rencontrée, vous avez eu peur de la rencontrer parce qu'elle était en compagnie de quelqu'un. Et vous avez totalement fui, vous n'avez jamais pu rencontrer cette femme. Oui, mais c'est vrai que les femmes trop belles, il y a un détenu que j'ai connu au Baumette, il avait fait 30 ans de prison. Et un jour, je dis à une copine à moi, qui est chanteuse lyrique, Cécile, ça serait bien que tu lui écrives. Et donc Cécile s'est mise à écrire à Guy, qui avait fait 30 ans de prison. Et Guy lui a répondu. Et ils se sont écrits comme ça pendant 2-3 ans. Et un jour, Cécile lui a dit, je vais venir te voir au parloir. Et Guy a eu peur.
Il lui a dit non, ne viens pas me voir, tu ne verras rien, je n'existe plus. Il y a 3 ans qu'il lui écrivait, mais il n'existait plus. Il a eu peur de la beauté intérieure de cette femme, il a eu peur de la rencontrer, de lui parler. Il écrivait, ça lui faisait du bien, il était en contact avec une femme qui représentait toutes les femmes, mais il a refusé d'aller au parloir. Et Cécile m'a dit, mais pourquoi? Je suis une femme en chair et en os, je vais le voir, j'essaie de lui faire un cadeau de mon corps, de ma vie, et il refuse. Et je lui ai dit, mais je le comprends, tu ne le verras pas. Il est devenu un mur, il est devenu un barreau, il a l'impression qu'il sera transparent et que tu ne verras qu'un mur. Et je pense que quand une femme est trop belle à nos yeux, on a très peur de la rencontrer. Donc on rêve, on continue à rêver d'elle. Voilà, le rêve, en tout cas, c'est quelque chose que vous partagez au mieux, pour ne pas dire que c'est le bon sens que vous nous partagez. Et vous nous parlez du rêve, vous nous parlez de l'émotion, vous nous parlez de la femme, vous nous parlez des odeurs, vous nous parlez de tout cet univers, René Frény, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience, je voulais dire. Et c'est ça que nous partageons ensemble aujourd'hui sur le plateau de Cultura. Avant de vous dire merci, je vais me retourner une fois de plus vers les élèves de Saint-Ex. Il faut que je rappelle que c'est Saint-Exupéry qui a fait que, donc l'école de Saint-Exupéry ici à Brazzaville, qui a fait que René Frény soit aujourd'hui avec nous et qu'il soit à l'honneur sur le plateau de Cultura. Chers amis culturels, nous tendons vers la fin de notre entretien. Je ne saurais terminer cette rencontre avec René Frény sans dire merci une fois de plus à l'école Saint-Exupéry, particulièrement à lui, Étienne, il va m'excuser si j'ai en tout cas écorché son nom, et à Béatrice Simoulin, parce que ça a été mes intermédiaires, les premiers intermédiaires qui m'ont mis en contact avec vous, également Christophe Géga, qui sont dans l'ombre, pour ne pas dire dans les coulisses, mais qui sont avec nous. Nous leur disons merci, et principalement également aux proviseurs de l'école Saint-Exupéry, également à vous tous qui avez fait ce déplacement pour arriver, pour accompagner donc René Frény, qui est aujourd'hui un auteur qu'il faut citer, et il faut dire qu'il est un grand auteur. René Frény, je ne le dis pas, je suis trop mince pour le dire, je suis un nain. Mais c'est très gentil à vous d'avoir dit un mot sur ces 3 professeurs qui m'accueillent, parce que les mots, le langage, la littérature, c'est un peu le langage de l'amitié. Louis Estienne, que vous avez cité, et c'est très gentil à vous, il dort mal la nuit et il lit. C'est un insomniaque qui, toutes les nuits, parcourt le monde entier à travers les mots. Il marche dans les livres. Et un jour, il est tombé sur un de mes livres, il m'a appelé, et lui, qui est l'ami des livres, il est devenu mon ami grâce aux livres. Et je crois que ça, c'est miraculeux qu'à des milliers de kilomètres, un homme, la nuit, lit un livre, en appelle un autre, le fait venir au Congo. Donc, je dirais chapeau pour la littérature, mais ces hommes qui, partout dans le monde, ouvrent un livre un jour, appellent l'auteur et créent de l'amitié, créent de l'émotion, créent une chaîne humaine, eh bien, je rends hommage à ces professeurs, et particulièrement à Louis Estienne, qui m'a appelé et qui m'a fait venir ici. Donc, merci aux enfants, merci aux élèves, merci à vous, et puis... chapeau à Louis Estienne, qui est un grand lecteur. Ok. Merci une fois de plus. En tout cas, chers amis, c'est sous les applaudissements des élèves donc, de Saint-Exupéry que nous mettons un terme à cet entretien. À très bientôt. On peut applaudir pour René Frény.